son pays à ce poste. C'est passionnant, il y a 1000 choses à faire, il y a souvent beaucoup de pression, mais encore une fois, je crois que c'est vraiment à la fois un honneur et que c'est quelque chose qui est parfaitement excitant et vraiment passionnant. Alors évidemment, c'est un peu différent du mandat de maire. Quand on est maire, il y a un lien très direct avec les habitants d'une ville. Et j'ai toujours dit, je l'assume parfaitement, j'ai une place particulière dans mon cœur, une passion particulière, à la fois pour le mandat de maire, qui est de toute évidence le plus beau des mandats politiques, et puis pour la ville du Havre, qui est la mienne. Est-ce qu'on change humainement quand on est à cette fonction au bout d'un an, à quasiment le plus haut niveau de l'État ? Je ne sais pas si on change, et c'est probablement pas moi qui serais le mieux à même de répondre à cette question. Ce qui est absolument certain, c'est qu'on apprend. On a accès à des informations, on a accès à des décisions, et donc forcément, dans le rythme qui est terriblement intense de Matignon et de cette fonction de Premier ministre, on change forcément un peu, j'imagine. Peut-être qu'on se blinde contre l'adversité, peut-être qu'on apprend à travailler encore plus vite, peut-être qu'on change un peu, mais j'ai pas le sentiment d'exercer cette fonction de façon très différente de la façon dont j'exerçais le mandat de maire. J'essaie de faire les choses sérieusement, sans me prendre moi-même trop au sérieux, parce que je crois pas que ce soit utile. J'essaie d'écouter. Et une fois que j'ai pris les décisions, j'essaie d'être appliqué dans ces décisions et d'être ferme dans ces décisions, parce que je crois que c'est comme ça que on gouverne. Vous venez de l'aborder, ce rythme de travail, cette cadence très intense des réformes que vous avez d'ailleurs voulu aussi avec le président Emmanuel Macron. Vous vous attendiez à ce rythme-là ? Est-ce que ça va peut-être assez vite ou pas assez vite même pour vous ? Non, j'avais parfaitement conscience, pour en avoir parlé avec le président de la République, que le rythme des réformes devait être intense. Et pourquoi est-ce qu'il doit être intense ? Parce que les Français l'exigent, d'une certaine façon. Le sentiment d'immobilisme qui a prévalu jusqu'à 2017, l'impression qu'il manquait un cap, ou que des décisions n'étaient pas prises, ou que quand elles étaient prises, elles n'étaient pas assumées et pas tenues, je crois explique assez largement les décisions prises par les Français au moment de l'élection présidentielle de 2017. Et donc, l'engagement du président de la République, et que je partage complètement, c'est bien de transformer les choses, de réparer ce pays, la France, le nôtre, que nous aimons et qui peut aller beaucoup mieux. Donc bien sûr, il faut imprimer un rythme soutenu. À certains égards, même si je ne suis pas d'un naturel impatient, j'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais qu'on voit les effets de nos politiques plus vite, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'effets de cette politique qui se verra lentement. Je vais vous en donner un exemple, mais évidemment tout le monde le comprend. Nous avons pris la décision, je pense que c'est une excellente décision. Je pense qu'elle va produire des effets absolument exceptionnels. La décision de dédoubler les classes de CP et de CE1 l'année prochaine en zone REP et REP+. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est là que tout se joue. Eh bien, ça va produire des effets. Mais ça va pas produire des effets l'année prochaine. C'est une politique au long cours qui imprimera sa marque sur la réalité de notre pays dans quelques années. Justement, cette réforme-là, elle est quand même très critiquée ici par les petites communes parce que, évidemment, on leur ferme une classe, on leur enlève un poste et ce poste, il ne disparaît pas, il va ailleurs, il va souvent dans le dédoublement de ces CP en zone prioritaire. Est-ce que vous considérez que c'est juste, que c'est équitable pour ces communes ? Non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'abord, je voudrais dire un mot. Accorder des moyens là où les urgences sont les plus grandes ne me semble pas en vérité contestable. Et en tout cas, je l'assume très bien. C'est plus urgent donc que les classes de CP en zone prioritaire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que vous avez dans les classes des petites communes rurales que vous évoquez une diminution globale partout en France. Et dans certains endroits de France encore plus rapide, une diminution globale du nombre d'élèves et une diminution rapide du nombre d'élèves. Tous les Français sont capables de comprendre que dans une commune où vous aviez 70 enfants il y a 5 ans ou 10 ans et où il y en a aujourd'hui 35, la moitié, il n'est pas illégitime de se poser la question de savoir si on peut réorganiser les choses, voire supprimer une classe, voire s'entendre avec la commune qui se trouve juste à côté pour avoir une meilleure gestion des flux et pouvoir préserver une éducation dans de bonnes conditions et de bonne qualité. Et donc cette impératif de réorganisation, il est permanent. Mais un mot, le nombre de diminutions que vous évoquez de classes dans les zones rurales va beaucoup moins vite que la diminution du nombre d'élèves dans les écoles rurales. C'est-à-dire qu'en réalité, le taux d'encadrement, le nombre de professeurs par élève dans les zones rurales est supérieur à ce qu'il est dans les zones urbaines et il diminue beaucoup moins vite, il augmente même à certains égards. Il y a une autre mesure qui inquiète les maires,
petite commune ou grande commune, c'est la fin de la taxe d'habitation. Alors même si beaucoup considèrent que cet impôt, la taxe d'habitation, est injuste, terriblement socialement, injuste, terriblement injuste. Est-ce que vous pouvez affirmer justement que la compensation de cette taxe d'habitation, elle sera équilibrée entre les communes, entre les citoyens ? Alors, d'abord un mot. D'ici 2020, nous allons supprimer la taxe d'habitation pour 80% d'habitants. Et nous procédons par la voie d'un dégrèvement. C'est un terme technique. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ça veut dire que c'est l'État, le contribuable national, mais l'État qui se substitue à l'individu, au contribuable local. Ça veut dire que pour les collectivités territoriales, il n'y a aucune différence financière. Aucune. Ça n'est pas une compensation, c'est un paiement à la place. C'est très différent. Ça, c'est la première chose. Se pose ensuite la question de l'après 2020. Nous allons supprimer la taxe d'habitation pour tout le monde, pour les 20% restants, et il faudra trouver à ce moment-là le moyen de garantir aux collectivités territoriales des recettes dont elles ont besoin. J'en suis parfaitement conscient, vous l'avez rappelé, j'étais maire du Havre, c'est important d'avoir des recettes lorsqu'on est une collectivité locale, et nous avons commencé la discussion avec les collectivités territoriales, ça a commencé la semaine dernière, pour leur dire quelle sera la bonne fiscalité locale à l'horizon 2020-2021. Et c'est une discussion dont je n'ai aucun doute sur le fait que certains s'en saisiront pour faire peur, pour clamer des positions politiques, mais c'est une bonne décision d'ouvrir la discussion avec les collectivités locales pour définir un meilleur cadre de la fiscalité locale, un cadre plus juste et un cadre plus clair. Je pense que c'est utile pour tout le monde. Monsieur le Premier ministre, il y a un dossier ici en Normandie qui préoccupe particulièrement, c'est l'éolien offshore. Notre région est en pôle position de cette filière d'avenir. Il y a 3 parcs éoliens offshore, 2 usines à Cherbourg, il y a beaucoup d'emplois à la clé. Ici au Havre, on est dans l'incertitude, on attend toujours la construction de ces usines parce que votre gouvernement est en train de renégocier en ce moment les tarifs de l'électricité avec les industriels et certains industriels ont dit si cette négociation n'aboutit pas, on revoit les projets à la baisse, voire on les supprime. Où est-ce qu'on en est de cette renégociation ? On est en plein dans une négociation. Et moi, j'ai très envie que la France se dote d'éoliennes offshore, de champs d'éoliennes offshore. J'ai très envie qu'elle se dote d'une filière industrielle qui permet de localiser de l'emploi en France pour développer ce recours à l'électricité des éoliennes offshore. Bien sûr, bien entendu. Il se trouve que les procédures qui ont été choisies, il y a maintenant plus de 8 ans, non pas par le gouvernement précédent, mais par le gouvernement du précédent président, François Fillon en 2010, puis ensuite les gouvernements successifs, ont abouti à une solution où l'électricité que le contribuable devrait payer, si nous allions au bout de ces contrats, serait pendant 15 ans le double du prix que les autres Européens payent pour l'électricité dans l'éolien offshore. Je vais vous donner une autre façon de dire les choses. Les contrats qui ont été conclus par l'État il y a quelques années font que nous achetons l'électricité à 200 ou 210, alors qu'elle vaudrait 100 si les contrats étaient passés aujourd'hui, et 45 si c'était de l'électricité nucléaire. Donc notre objectif est très simple, mon objectif est très simple, c'est de préserver le pouvoir d'achat des Français. Pas celui d'aujourd'hui, mais pour les 15 ans ou 20 ans qui viennent. Et je pense que c'est un objectif très légitime. Nous sommes donc entrés dans une phase de discussion, de négociation, et à les serrer avec l'ensemble des acteurs industriels, économiques de ce dossier. Mon objectif, c'est réduire le prix pour les Français. Et dans cette négociation, je suis ferme, je suis ouvert, tout le monde s'exprime. Vous imaginez bien que ceux qui sont en face de l'État jouent d'arguments qui ne sont pas les mêmes que nous, mais je suis très clair, mon objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'emploi industriel en France. Et naturellement, je ne peux pas faire de distinction entre Le Havre et d'autres villes parce que je suis Premier ministre, mais je sais, parce que les industriels le disent eux-mêmes, que Le Havre est incroyablement bien placé compte tenu de son potentiel industriel et de sa localisation géographique pour participer à ce développement industriel. Ça fait donc 1 an que vous êtes à Matignon, à Paris, beaucoup en déplacement évidemment, 1 an que vous avez quitté la Normandie. Quel rapport, quelle relation vous gardez avec notre région ? J'ai pas tellement le sentiment de l'avoir quitté pour tout vous dire. Parce que d'abord je reviens dès que je peux, ensuite parce que c'est chez moi, ensuite parce que j'y ai mes amis, une partie de ma famille, et que donc je continue à regarder la Normandie en général et Le Havre en particulier avec une intensité que rien ni personne ni jamais ne pourra me faire oublier. Parce que c'est la fin d'une période assez compliquée de travaux qui ont perturbé la vie dans la ville et dans l'agglomération. Et puis c'est le début d'une grande aventure. Donc, Alors justement, début d'une grande aventure, qu'est-ce que vous en attendez de ce tram ? On en attend d'abord un système de transport public plus efficace qui va permettre de transporter plus de gens dans de meilleures conditions, plus vite,